répondre à un certain nombre de questions. Et avant de commencer donc par donner les éléments de réflexion qui ont été le fruit d'un débat, d'une équipe, je remercie toute l'équipe qui a participé à cet atelier-là et qui a été une équipe multidisciplinaire, très engagée, très initiée à la démarche qualité et qui a posé effectivement des véritables problèmes. Des problèmes liés au caractère des formations, qui sont des formations quelquefois académiques, quelquefois qui ont transité vers un système de et où la difficulté d'appliquer une démarche qualité est liée à un flux d'étudiants qui est de plus en plus important et qui est difficilement maîtrisable. Donc, à partir de ça, l'ensemble pratiquement de tous les participants à l'atelier a abouti à une conclusion consensuelle. La démarche qualité est obligatoire dans l'espace universitaire algérien. Elle ne peut qu'accorder un plus, et je citerai un confrère qui a donné une chose. Si la démarche qualité permet de passer d'une note moyenne globale pour un groupe de 4 à 5, c'est un acquis. Et c'est un acquis qui n'est pas négligeable. Donc, cet atelier a été coordonné donc, et animé par mon confrère qui est à côté de moi. Et nous avons, et monsieur donc, le professeur Jean-Luc Rambolier, nous avons eu donc l'honneur d'être les rapporteurs de cet atelier-là. Donc voilà, c'est bon. Voilà donc la synthèse de ces ateliers, les questions qui ont été posées en concernant le concept qualité, quel est le concept qualité qu'il faudrait retenir au niveau de l'Université Constantine, la notion de qualité au niveau de l'enseignement supérieur, comment l'aborder, quelles sont les différentes pratiques qui existent déjà dans le domaine de l'enseignement supérieur ou ailleurs dans le paysage algérien, peut-on définir une démarche qualité commune et consensuelle pour toutes les filières, puisqu'en fin de compte, il y a plusieurs disciplines à l'intérieur d'une université. Les participants notent que la démarche qualité, bien au-delà d'un slogan, est devenue depuis quelques années plus que nécessaire à la survie de l'université et à son développement et à son intégration sociale. La démarche qualité est un outil essentiel à la gestion managériale des cursus de formation et plus particulièrement le LLD. Les participants à l'atelier posent le problème de l'adhésion des enseignants à cette nouvelle approche, centrée sur l'étudiant. Il s'agit en fait de l'appropriation d'une culture, de l'amélioration de la qualité à tous les niveaux des processus de formation. La démarche qualité est un processus profondément démocratique et ils ont insisté sur cette notion. Elle est profondément démocratique qui intègre l'ensemble des partenaires de la dispense du savoir. Et c'est ce qui nous a plu dans la remarque d'un ami, c'est un processus démocratique qui intègre l'ensemble des partenaires de la dispense du savoir. Le caractère dynamique et progressif de l'appropriation a été un point de focalisation du débat. Il est à noter que les réticences, ou plutôt les réserves, ont été formulées et rattachées à l'environnement qui se caractérise, et là ce sont les obstacles, un flux massif et difficilement maîtrisable d'étudiants, une inadéquation des ressources humaines et matérielles, une approche évaluative qui nécessite une réadaptation aux exigences nouvelles, aux exigences qualité. Les participants, devant la récurrence des termes qualification et compétences et savoir-faire, signalent le danger d'une évolution de la formation universitaire vers une formation professionnelle. Il est à noter que la démarche qualité s'adapte aussi bien à la formation professionnelle
qualité serait le vivier, il va se terminer, le vivier est le vecteur d'une transmission d'une culture qualité dans l'équipe pédagogique et ses agréments à travers le tutorat et l'accompagnement. Ça va permettre de continuer. Si la démarche qualité est admise en tant que concept, tout le monde a admis et moyen d'amélioration de la qualité d'évolution vers l'excellence, elle nécessite une réflexion sur la définition d'indicateurs propres à la démarche et des outils de l'évaluation. Donc, ce sont les problèmes qui ont été abordés par les autres ateliers. Nous avons avancé des recommandations. Les participants à l'atelier recommandent de bâtir sur un existant. Donc, je dis qu'il recommande de bâtir sur un existant, à savoir la cellule qualité qui a été installée au niveau de l'université de Constantine par M. le recteur, l'élargissement de la cellule qualité aux responsables pédagogiques, administratifs et aux représentants des étudiants, l'organisation de journées d'information disciplinaire afin de constituer des réseaux de référents, je dis bien des réseaux de référents, aptes à pérenniser une culture de qualité au niveau des différents domaines de formation. La normalisation, et ça c'est le point le plus important des recommandations, la normalisation des offres de formation qui intègrent une démarche qualité lors de la soumission des projets à expertise. Donc, donner des labels aux projets qui intègrent la démarche qualité. Les cursus valorisés bénéficient d'un accompagnement privilégié de la part de l'institution. Pour les cursus en cours, la démarche qualité serait, sur proposition de l'ensemble des intervenants, un critère d'accessibilité au DEC, c'est-à-dire au doctorat. Pour passer à un doctorat, il faudrait intégrer dans l'évaluation du programme une approche qualité. L'approche tuning qui nous a été proposée peut être un support à l'initiation des enseignants à la démarche qualité lors des évaluations des offres de formation. Elle peut être un élément favorable pour une culture de démarche qualité. Enfin, les participants proposent l'élaboration d'une charte qualité propre à l'Université de Constantine, la confection aussi d'un bulletin pédagogique qui pourrait favoriser la diffusion d'une culture qualité au niveau de nos établissements. Et je vous remercie tous. Merci, Gilles. Alors, le rapport qui a été fait suite à la réunion d'hier après-midi et ce matin concerne les indicateurs de qualité. Alors, en guise de préambule, et un rappel, on a rappelé simplement quelques définitions, à savoir la définition de la démarche qualité, qui est un processus interne et une organisation. Chaque processus ou sous-processus est défini par des activités utilisant des ressources, que ce soit personnel, équipement, méthode, pour transformer des éléments entrants en éléments sortants, en général des produits, mais ça peut être aussi des services. Donc ça a été un petit peu repris à partir des normes ISO. Les critères de qualité, parce qu'il y a une petite confusion entre critères et indicateurs de qualité, les critères de qualité permettent de définir les objectifs pour évaluer les activités décrites dans les processus. Certains critères permettent de faire face aux risques identifiés. Les indicateurs qualité sont les instruments de mesure associés aux critères qualité. Ils doivent être, comme l'a si bien dit un collègue, ils doivent être smart, c'est une façon de résumer ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire à la fois smart au sens réel du terme, aussi simple, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Alors dans le droit fil de l'intitulé de ce colloque, à savoir culture de l'évaluation dans la démarche qualité et approche comparée, puisqu'on a eu le témoignage de différentes approches européennes, et à la lumière de différents types d'expériences d'évaluation d'enseignement supérieur, la commission indicateur qualité recommande une sensibilisation de toute la communauté universitaire à la culture de la démarche qualité pour initier et mener une réflexion sérieuse et approfondie, permettant d'obtenir la mise en place d'indicateurs qualité, et ce, par une implication et une collaboration entière et efficace des différents acteurs concernés. Ces indicateurs qualité visent à faciliter l'évaluation des systèmes d'enseignement et de formation à différents niveaux. Aussi, s'ils ne s'éloignent pas, et ça on a insisté là-dessus, s'ils ne s'éloignent pas en majorité de ceux déjà définis dans des universités européennes, la Commission recommande qu'ils devront tenir compte de la diversité des missions de l'enseignement supérieur en Algérie et prendre en considération les spécificités culturelles et matérielles
commission insiste sur le fait que les institutions nationales d'enseignement supérieur doivent se doter d'une politique d'évaluation périodique des programmes LMD et convenir de la définition d'objectifs à court et moyen terme, ainsi que d'un ensemble d'indicateurs de qualité. Parmi les critères, avant les indicateurs, on a d'abord relevé simplement certains critères qui peuvent être des pistes pour dégager des critères. Parmi les critères qui servent à servir ces indicateurs de qualité, on cite la pertinence des programmes, c'est-à-dire des objectifs et leur lien avec les besoins de la société et le marché de l'emploi, la cohérence des programmes, donc l'évaluation des activités d'apprentissage par rapport à l'atteinte des objectifs, la complémentarité des cours offerts, les méthodes pédagogiques, donc les moyens pédagogiques mis en place pour favoriser les apprentissages, l'encadrement des étudiants, la disponibilité des enseignants, le taux d'encadrement par le corps enseignant, etc. Et à chaque fois, ce sont des listes non exhaustives qui sont présentées. Les ressources humaines également, comme critère de qualité, ressources humaines rattachées au programme, et notamment en termes d'adéquation entre le corps des enseignants de rang magistral et les besoins des programmes, donc leur implication face au programme, leur perfectionnement, etc. La gestion des programmes, donc l'efficience de la prise en charge de l'aspect administratif, l'évaluation continue, périodique des programmes, l'adéquation des formations avec la demande du secteur économique, là aussi, concernant les formations professionnalisantes, il y a eu avec insistance justement cette demande de pouvoir revenir au secteur socio-économique de manière à faire coller la demande du secteur économique à la formation universitaire et la logistique nécessaire à un environnement favorable pour l'étudiant. Là aussi, on peut enrichir cette liste-là. Alors tous les secteurs qui interviennent et interagissent, tous les acteurs qui interviennent et interagissent dans les formations supérieures sont concernés par les indicateurs de qualité et dont la mise en place se décline, donc il y a un choix, se décline suivant la typologie suivante. On a choisi une façon de décliner les différents indicateurs. Le corps enseignant, donc là aussi les listes sont non exhaustives, les diplômes obtenus, les charges d'enseignement, les performances en recherche, le nombre de publications nationales et internationales, l'assiduité au cours, la production de cours polycopiés, le degré de satisfaction des enseignants à l'égard des résultats obtenus, les charges de tutorat, etc. Concernant les étudiants, le premier critère qui est revenu, c'était l'admission à l'université et surtout assurer une bonne corrélation des résultats des matières principales obtenues au baccalauréat avec les filières d'admission à l'université. Les taux de réussite par année, par formation, par filière, les taux d'échec par année, par formation, par filière, les taux d'abandon par année, par formation, par filière, les taux de projets réalisés par année, par formation et par filière, les taux d'absentéisme également de la même manière, les taux d'étudiants qui maîtrisent l'outil informatique, par exemple au terme de la formation de licence, formation de master, le taux de la maîtrise de l'outil linguistique également, d'enseignement écrit et oral au terme de chaque diplôme qui est dispensé, au terme le taux de satisfaction de la formation suivie, le taux d'étudiants qui décrochent un travail dans l'année qui suit l'obtention du diplôme de licence professionnelle, le taux d'étudiants qui décrochent un travail au terme du diplôme de master. Donc tout ceci sont les indicateurs, des critères qui ont été retenus et qui peuvent être enrichis par la suite au niveau des différentes commissions qui ont été proposées au niveau des facultés, donc par faculté. Également, donc, pour terminer cette typologie, l'interaction enseignant-étudiant avec une appréciation par les étudiants des enseignants et des formations qui sont acquises par des questionnaires qui sont en ligne. Et surtout également, favoriser cette appréciation du degré d'interactivité des différents acteurs de la communauté universitaire pour des approches pédagogiques et des approches administratives. Bon, la gestion finance, on laisse également là aussi ouvert le chapitre pour l'enrichissement par les enseignants. Alors pour plus d'objectivité dans la mise en place des indicateurs, la Commission recommande qu'au niveau de chaque faculté soient définis les objectifs de profil visés par les formations, ainsi que les indicateurs de qualité nécessaires à une évaluation de ces formations à l'échelle locale et nationale. Et enfin, pour que la démarche d'évaluation de la qualité dans l'université algérienne s'inscrive à la fois dans un contexte de gestion transparente et dans une culture organisationnelle, et qu'elle ne reste pas un vœu pieux, il est impératif et absolument nécessaire que cette même démarche soit initiée avec rigueur à tous les paliers du système éducatif, c'est-à-dire primaire, moyen et secondaire. Donc voilà, c'était le rapport. Merci. Qui a porté sur l'évaluation des formations. Alors, je
Troisième point, l'évaluation des formations doit être faite de façon périodique et basée sur les bilans des équipes pédagogiques. Une certaine souplesse doit cependant être accordée à l'équipe pédagogique pour remédier aux carences et promouvoir des enrichissements. Le quatrième point, c'est le problème de la gestion des flux et le respect des cartes universitaires au niveau des francs communs de la licence. En cinquième point, c'est encore une fois le problème des enseignements vacataires et associés. Il a été constaté que la participation des vacataires, dont nombreux sont en cours de formation, préparation de doctorat par exemple, et des enseignants associés qui exercent une activité accessoire, comme en droit par exemple, dans la formation des étudiants. Quelle est leur motivation? Ont-ils des compétences scientifiques et pédagogiques requises? Souvent, ils ont une charge identique à celle d'un enseignant permanent, afin d'évaluer l'impact qui peut être négatif sur la formation des enseignants, des étudiants qui leur sont confiés. Alors, en proposition, c'est une formation pédagogique en organisant des écoles par des experts en la matière, dans un cadre donc pédagogique. Problème, est-ce que c'est réalisable dans le contexte actuel de l'université? Au niveau de la démarche qualité, certains enseignants ont proposé une évaluation des carences, puis proposé une mise à niveau graduelle en mettant un niveau des priorités. À titre d'exemple, de côté pédagogique, hausser le niveau en supprimant le rattrapage. Ça, c'est bon. Au côté scientifique, par exemple, c'est conditionner une soutenance au doctorat à 2 publications au lieu d'une. Ceci, c'est améliorer la qualité de façon graduelle. Le problème aussi, c'est au niveau de la diffusion d'informations. Alors, les informations qui ont trait à la démarche qualité des formations doivent parvenir régulièrement et complètement aux différents acteurs concernés, les enseignants, les étudiants, les responsables administratifs, les administratifs, etc. Et il faut se noter donc la distribution des syllabus de formation pour les enseignants et les étudiants. Concernant l'impact des facteurs exogènes, comme l'orientation et les moyens d'accompagnement d'une formation. L'orientation, l'accès à l'université est fondé sur l'orientation. De nombreux étudiants ne choisissent pas en réalité leur filière. La conséquence est l'abandon, l'orientation, la réorientation par eux-mêmes, du rejet et le rejet implicite de la formation dispensée par manque flagrant d'intérêt et de motivation. Dans ces conditions d'évaluation, est forcément inopérante. Les moyens d'accompagnement de la formation, qui dépendent du budget alloué par la tutelle, ce sont des paramètres qui sont en gros hors de portée des enseignants. Concernant l'agrément d'une formation, cet agrément doit tenir compte de l'environnement socio-économique. Le contenu des programmes doit avoir un impact direct et ou indirect sur celui-ci au sens de l'adéquation formation objectif. Il y a lieu donc de lutter sur l'agrément de formation pour des raisons inavouées. Complaisance, intérêt personnel. Ça a été bien souligné durant le débat. Formation académique et formation professionnelle. Il y a lieu de distinguer l'évaluation académique et la transmission des connaissances académiques et professionnelles, impact sur l'environnement. Là se pose le problème des débouchés, la réticence des étudiants à suivre de telles filières. Alors, le respect de la réglementation, c'est basique. Il faut avant tout donc respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur en matière d'évaluation des étudiants, l'organisation des examens, l'assiduité des étudiants et des enseignants. Et là, on constate malheureusement un certain laxisme. En 12e point, c'est le problème de l'interaction entre le secteur avec le secteur socio-économique. Pour mieux cibler, améliorer, évaluer la formation dispensée, il faudrait mettre en place une structure permettant de connaître le devenir des étudiants formés. Sur la sensibilisation des étudiants au problème de la qualité. Dans l'esprit de la démarche qualité, l'étudiant est considéré comme acteur des dispositions générales à prendre en compte en vue de l'amélioration de la qualité de la formation. Le problème, c'est comment les sensibiliser. Quelques propositions ont été faites. D'abord, renforcer le rôle des comités pédagogiques où, en principe, les délégués étudiants sont présents. Ensuite,
prérogative à solliciter l'intervention d'experts par le comité pédagogique. Ensuite, l'avis des étudiants sur la formation dispensée à travers des questionnaires anonymes et informer les étudiants des éventuelles retombées prises en compte de leurs doléances ou leurs recommandations pour susciter un quelconque intérêt. Et enfin, les faire participer dans le cadre du bilan du LMD. Ce bilan ne sera qualitatif que si on associe effectivement les étudiants, et non quantitatif, comme cela se réalise habituellement par les études statistiques, taux d'échec, taux de réussite. L'évaluation interne. Le premier problème qui a été soulevé, c'est cibler convenablement l'intégrité et les compétences des experts sollicités. Qui choisiront comme expert et sur quels critères? Sur l'opportunité de formation, l'équipe d'experts doit vérifier sur place de la validité, de la cohérence du cahier des charges en fonction des paramètres liés à l'environnement spécifique à l'institution. Si l'accord est donné, il doit être limité dans le temps, 3 à 4 ans pas plus, avec possibilité ou non de reconduction après une nouvelle étude. Le respect des habilitations. D'abord, la complémentarité au niveau des offres de formation qui nécessitent plus de rigueur. L'habilitation d'une formation par la tutelle est basée sur un cahier de charges précis. Le nombre d'étudiants informés et les moyens mis en œuvre. Il doit être scrupuleusement respecté au niveau local, département, faculté. Il est à signaler l'ouverture d'un master pour 20 étudiants et dans les faits, il fait l'obligation d'en prendre 300, ce qui n'est pas normal. Ensuite, la sélection d'entrée en master doit être la règle. Concernant l'évaluation, maintenant le deuxième point, l'évaluation des enseignements. D'abord, on a constaté la confusion entre crédit et coefficient, alors que dans l'esprit du LMD, il ne devrait pas comporter de coefficient. L'évaluation ensuite interne, elle peut être complètement faussée si on ne trouve pas de moyens pour changer la mentalité des étudiants dont beaucoup l'objectif est la note et le diplôme. C'est la réalité. Ensuite, l'évaluation sur demande. Certains enseignants ont demandé que l'enseignant pourrait exprimer une demande personnalisée de certification de son enseignement réalisé par les experts. Quatrième point, en fin de semestre, il est demandé à ce que les comités pédagogiques fassent un bilan, un état d'avancement des programmes par le biais de questionnaires destinés aux étudiants et aux enseignants qui vont faire une analyse rigoureuse. Concernant le troisième volet, l'évaluation des étudiants. Premièrement, la question a été évaluer quoi? Connaissances, compétences, savoir-faire. Alors, veillez à ce que l'évaluation ne soit pas unique et unistandardisée. Troisièmement, le contrat pédagogique spécifiant les objectifs à atteindre par la formation doit être préalablement connu, explicité et affiché entre les différents acteurs et principalement entre l'enseignant et l'enseigné. Quatrièmement, le rôle des TIC, des TIC dans l'évaluation. Cinquièmement, la place de travail personnel qui contribue à l'économie des étudiants, mais le problème c'est les contraintes face à des effectifs pléthoriques. Sixièmement, le problème de la langue a été posé par certains, comme en Namibie et par d'autres, comme étant un véritable obstacle d'accès à l'information et à la connaissance. L'enseignement des langues étrangères doit être confié à des enseignants spécialisés dans la matière. Septièmement, le tutorat en tant que nouveau dispositif n'a pas connu encore d'application, mais comment peut-il devenir un palliatif pour contribuer au suivi de l'étudiant? Enfin, le quatrième volet, la gouvernance des processus dans la démarche de qualité. Globalement, deux grosses questions ont été abordées. Premièrement, c'est la gestion administrative de toute l'institution universitaire au niveau de ses différents paliers. Pour une administration motivée pour se pencher sur des problèmes locaux et quotidiens. Par exemple, l'horaire des bus, l'hygiène, le chauffage, la disponibilité des salles, l'aménagement d'espace et de créneaux pour des rencontres partagées, etc. Le deuxième point, c'est la bibliothèque en tant qu'outil pédagogique et d'accompagnement permanent de toute formation doit être efficace, disponible et remplir pleinement sa fonction, s'agissant de confier à des professionnels. Alors, d'autres points ont
travail. Un autre point, c'est la mobilité actuelle des enseignants qui subit des contraintes d'ordre administratif. Au niveau de l'information, l'étudiant doit être informé à l'entrée à l'université par le guide de l'étudiant qui doit comporter à la fin des informations relatives aux offres de formation dans les diverses facultés, ainsi que le règlement intérieur du fonctionnement de l'institution. Et à l'issue de la licence, l'étudiant doit être informé sur les débouchés à l'échelle régionale et nationale. Une instance dite cellule de qualité à installer au département doit être réfléchie. Il faudrait qu'elle soit autonome et indépendante. Enfin, il est à considérer comme condition d'accompagnement du processus pédagogique les moyens et les ressources humaines qui font partie intégrante de la démarche qualité. Reste un autre point, la démarche qualité fait partie des préoccupations de la tutelle, puisque deux décrets, ça c'est une information, puisque deux décrets sont en cours pour la création de deux instances autonomes, celle relative à la Commission nationale de gestion des universités et celle relative à la recherche scientifique. En conclusion, dans l'ensemble des interventions, les communicants et les participants ont prôné à ce que l'évaluation soit effectuée d'une manière transparente et démocratique, qui peut s'effectuer de la façon suivante, par une auto-évaluation, par une évaluation par ses pairs, par une évaluation par les étudiants et par une évaluation en extérieur au sein de la communauté universitaire, et enfin une évaluation par des organismes autonomes comme des agences d'accréditation. Bien, avant de passer la parole à M. le recteur pour clore les travaux de ce colloque, je voudrais dire un mot. Je voudrais aussi remercier les collègues de la cellule qualité qui ont participé à l'organisation